Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Open consacré à la Silver Economy, un sujet qui me tenait à cœur, en tout cas chez DCI cette année. Donc, au sommaire aujourd'hui, nous allons préciser ce qu'est la Silver Economy, de qui cela concerne, les enjeux, les opportunités sur les aspects commerciaux mais également humains, les marchés porteurs internationaux, les acteurs pour vous accompagner dans vos projets et dans votre réflexion. Aujourd'hui, donc, nous avons 4 intervenants. Je vous les présente tout de suite. Donc, nous commencerons par Pierre Grimaud, chargé de mission Bien vieillir auprès de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Bretagne. Bonjour. Ensuite, donc Sébastien Pot-de-Vin, directeur général de France Silver Eco, donc, sera le second intervenant. Voilà. Ensuite, donc, Alain Simaz, référent sectoriel Silver Economy chez Business France, donc, viendra parler de l'international. Bonjour. Voilà. Et enfin, nous terminerons donc cette intervention avec le témoignage de Armel de Lesquin, donc cofondateur de Familéo. Bonjour. Voilà. Donc, quelques conseils pratiques. Donc, ce webinaire donc, est prévu pour une durée de 45 minutes. Je vous invite à poser vos questions donc, dans l'outil chat que vous avez en bas de votre écran. Donc, nous poserons toutes les questions à la fin des interventions pour fluidifier le propos. Voilà. Si vous n'avez pas encore coupé le son de votre ordinateur, je vous invite aussi à le couper pour qu'il n'y ait pas d'écho. Voilà, je pense avoir tout dit d'un point de vue pratique. Alors, sans transition et parce que le temps nous est un petit peu compté, qu'on a beaucoup de choses à vous dire, je vous laisse la parole, Pierre. Merci. Merci à vous. Mon propos aujourd'hui, il va être assez bref et il est de préciser un peu que la Bretagne est une terre d'accueil particulièrement favorable pour les structures qui veulent se développer sur la Silver Eco et donc notamment à l'international. Est-ce qu'on peut passer sur la diapositive? Je ne vais pas définir précisément la Silver Economy parce que je pense que Sébastien Potvin le fera après moi beaucoup mieux que je pourrais le faire. Mais je souhaitais quand même simplement rappeler que c'est un secteur assez vaste. On pense parfois trop rapidement simplement à des montes escaliers ou à des EHPAD. La Silver Economy, c'est bien plus que ça. Ce sont des services, des soins à domicile, c'est l'aménagement du logement, c'est avec du tourisme, c'est de l'alimentation. C'est extrêmement vaste. Je vois toujours pas la diapo. Excusez-moi, Non, c'est pas grave. Voilà, parce que je pense que ça arrive là. Un petit décalage, excusez-nous. Bon, je vais continuer quand même, ça va s'afficher au fur et à mesure. Est-ce que vous voyez Pierre maintenant? Non, je vois pas la bonne. Je vois la Silver Economy, un marché mondial de besoins spécifiques. Ce serait après peut-être. Voilà. Alors voilà. Alors pourquoi la Bretagne est une terre favorable? Eh bien parce que c'est déjà une région pour laquelle la population est assez âgée et la tendance va s'augmenter, va augmenter. Les perspectives démographiques prévoient plus d'1 million de seniors en 2040. Ça fait une augmentation de 350 000 personnes en 20 ans. Donc ça, c'est lié à la vieillissement de la population sur place, mais aussi à l'arrivée assez massive de personnes en fin de carrière qui viennent prendre leur retraite en Bretagne. Et donc, la Bretagne, c'est une terre parfaite d'expérimentation. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Voilà. Une terre d'exploitation idéale pour la Silver Eco, puisque donc on a une population âgée, on a des domaines aussi de compétences reconnus à l'international, notamment sur tout ce qui est métier de la mer, mais également sur l'alimentation. C'est un axe majeur de développement de la Bretagne. C'est écrit et ancré dans plusieurs stratégies de développement. Donc la stratégie régionale de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, la stratégie régionale recherche et innovation et la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc on voit que la Bretagne s'adapte à ces transitions démographiques et donc est en train de structurer sa capacité à accompagner les entreprises. Et donc la Silver Eco est un axe de développement important.
Est-ce qu'on peut passer à la dernière diapositive, s'il vous plaît? Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Bretagne? C'est la structuration d'un gérontopôle breton qui permet du coup d'avoir une vision transversale sur la question du vieillissement et de faire travailler ensemble des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, des entreprises, des universités, des associations, des CHU, sur la question du vieillissement. Pourquoi c'est intéressant? C'est-à-dire que ça permet à des structures comme les entreprises de travailler avec des acteurs qui vont pouvoir les accompagner, travailler avec eux, développer de nouveaux produits pour ensuite aller conquérir des marchés à l'échelle nationale puis internationale. On est en train de structurer un maillage territorial, notamment via des structures d'accompagnement au développement économique, donc avec notamment la Chambre de commerce, mais aussi avec les pôles technologiques. Et on travaille aussi sur des thématiques précises comme l'habitat, comme la santé. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub, puisqu'on fera le premier webinaire au mois de septembre, le 15 septembre, du Lab Habitat du Gérontopôle breton Cause Ensemble sur la question de l'aménagement du domicile. Donc, ce sera une première. Donc tout ça est bien sûr en constitution, en structuration. Néanmoins, aujourd'hui, les forces se mettent en place pour accompagner l'ensemble des acteurs et donc les entreprises sur le développement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette dynamique-là pour faire vos armes sur le territoire breton, pour savoir un peu qui peut vous aider, pour ensuite passer à l'étape suivante à l'échelle nationale. Voilà, c'est un peu le message que je souhaitais faire passer aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Et donc, je vais pouvoir passer la main à Sébastien Potvin pour la vision plus nationale. Voilà, donc je vous laisse la parole. Donc, maintenant, Merci beaucoup. Alors, pour aller droit au but sur la question, au fond, des enjeux. Les enjeux du vieillissement et au fond de la manière de répondre au vieillissement. Et au fond, c'est ça la Silver Economy. La Silver Economy, ce sont des solutions, des produits, des services qui sont là pour répondre aux problématiques liées au vieillissement de la population et faire en sorte que chaque individu puisse rester le plus longtemps possible acteur de son existence dans toutes les dimensions de cette existence. Donc au fond, je ne vais pas venir sur les chiffres, ça a été déjà évoqué, je pense que Alain évoquera également les chiffres au niveau international, mais simplement pour essayer d'expliquer la dynamique générale. La dynamique générale, c'est effectivement une dynamique démographique. On sait avec le baby-boom qu'il va y avoir une arrivée massive de personnes en situation de grand âge dans les 15 ans qui viennent. C'est à la fois une réflexion sur un modèle, le modèle actuel qui est extrêmement sanitaire et curatif, avec deux éléments, deux conséquences qui sont problématiques. La première de ces conséquences, c'est que lorsqu'on est essentiellement sur le curatif, on en oublie tout simplement la prévention. Et c'est ce qui fait qu'en France, on a une espérance de vie en bonne santé qui est 10 ans plus faible qu'un certain nombre de pays, notamment européens, ayant une espérance de vie globale identique à la nôtre. Donc 10 ans de bien vivre en moins en France qu'ailleurs. L'autre conséquence problématique, c'est évidemment le coût pour la société du vieillissement avec cette vision très curative. Dernier élément qui fixe un petit peu la dynamique générale, c'est un élément culturel. J'ai évoqué tout à l'heure les baby-boomers. Les baby-boomers, Luc Broussy, le président de France Silver Eco et de la filière pour lequel je travaille, a l'habitude de dire, mais comprenez bien que les baby-boomers, ce sont ceux qui avaient 20 ans en mai 68. Bien, ils ont gardé aujourd'hui cette même manière de voir la vie. Ils ont en eux ce paradigme de la liberté qui fait qu'ils se comporteront dans le grand âge d'une manière très différente que les personnes qui, par exemple, sont aujourd'hui au grand âge et ont connu la Seconde Guerre mondiale et toutes les privations qui vont avec. Donc c'est bien cette alliance entre une dynamique démographique, la question du modèle sur lequel on s'appuyait et une vision culturelle qui nous amène aujourd'hui à devoir penser d'une manière différente
la question du vieillissement. Et la penser différemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire développer notamment la santé de prévention. On peut penser aux questions de nutrition, on peut penser aux questions de e-santé. C'est évidemment la question centrale, essentielle de l'habitat. Et ça va de l'adaptation de l'habitat à la création d'un parcours résidentiel senior autour d'habitats inclusifs, intermédiaires, jusqu'évidemment à la question de l'EHPAD. Mais c'est aussi l'évolution de l'EHPAD. L'EHPAD hors les murs, l'EHPAD qui s'ouvre sur le territoire, l'EHPAD qui devient pour un territoire, au fond, un lieu vers lequel on va se tourner pour bénéficier des compétences et des services qui, normalement, ne sont destinés qu'aux résidents des EHPAD. C'est donc aussi une logique d'aménagement du territoire qui a derrière tout ça. Dès qu'on parle de la question de l'habitat, il faut immédiatement l'allier à la question de la mobilité. Si vous êtes dans un village au fin fond de la Bretagne avec un habitat de qualité, mais que vous n'êtes pas en mesure d'avoir accès aux services qui sont pour vous les services essentiels. Alors, ça peut être des services de santé, évidemment, mais également, tout simplement, de pouvoir avoir accès à son marché, etc., etc. Eh bien, on a beau avoir un habitat totalement adapté, on ne sera pas en mesure de garder cette capacité d'action qui est, au fond, le cœur de ce qu'on essaye de mettre en œuvre. La santé, l'habitat, la mobilité, évidemment aussi l'inclusion sociale et la communication. Et c'est formidable qu'on ait Armelle qui soit là avec Familéo, parce que sans flagornerie, c'est aujourd'hui l'un des outils les plus efficaces justement pour garder le lien avec sa famille, et c'est comme ça que les choses peuvent avancer. Enfin, il ne faut pas les oublier, les aidants. Sébastien, excuse-moi, j'interviens très rapidement, mais j'ai des gens de mon équipe là, qui voulaient écouter le webinaire. Catel, vous laissez rentrer personne dans la salle d'attente. Et je me demande si on n'est pas 5 à s'écouter. Parce que depuis tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a des externes. Normalement, si. Bah, ça y est, il y a une 6e personne qui vient d'arriver, mais en tout cas, ça y est, Clémence, voilà, ok. D'accord. Bon, bah voilà. Bon, voilà, en tout cas, je ne sais pas si c'était... Voilà, en tout cas, j'ai accepté la personne dont tu parles. Voilà, qu'elle attendait. Ok, merci. Merci, Armelle. Et donc, dernier enjeu vers lequel il faut effectivement apporter des réponses, c'est la question des aidants. Parce que les aidants, aujourd'hui, d'abord, sont toujours dans une situation de fragilité, parce que c'est jamais simple de s'occuper d'une personne. Et ensuite, avec le fait que les baby boomers aient, eux, eu moins d'enfants, avec le fait qu'il y ait eu des familles qui se soient séparées, recomposées, et dans des endroits relativement éloignés, la situation des aidants va être de plus en plus compliquée et il faut apporter des réponses. Alors, on a la dynamique générale, on a à peu près les sujets, mais au fond, les entreprises là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on les aider? On peut les aider d'abord en leur permettant de comprendre au mieux la particularité de ce public et également les acteurs qui vont intervenir. On est sur un public qui potentiellement peut être fragile, on est avec des acteurs qui peuvent être multiples, avec des enjeux, y compris de cadres légaux, qui peuvent être importants. Et il faut réussir à expliquer et à accompagner les entreprises pour qu'elles puissent à la fois développer leurs services, leurs produits comme elles l'entendent, mais en même temps en faisant en sorte qu'elles le fassent en prenant en compte toutes les externalités qui peuvent venir complexifier cette mise en œuvre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vais donner un exemple très, très simple. Actuellement, on a 600 millions d'euros sur la table en ce qui concerne l'amélioration, que ce soit au domicile ou dans les établissements, du numérique en ce qui concerne notamment le vieillissement. Mais il y a une logique d'interopérabilité. Et s'il n'y a pas la prise en compte de cette interopérabilité, il n'y aura pas de possibilité d'intervenir dans le marché. Ben, si on n'est pas en capacité d'expliquer tout ça aux entreprises, de les soutenir, de les aider, on n'y arrivera pas. La filière pour laquelle je travaille, donc la filière de Silver Economy, que France Silver Eco anime, eh bien, au fond, son rôle, c'est de soutenir ces entreprises, c'est de mobiliser tous les acteurs qui sont des acteurs très différents. Ça va des services de l'État aux collectivités territoriales, des associations, des clusters, des gérontopoles, comme l'évoquait Pierre Guillemot à l'instant. Bref, tout cet écosystème qu'il faut réussir à mobiliser. Il faut réussir à évoquer les sujets transversaux. Il faut réussir à aller en direction des pouvoirs publics
pour faire bouger les lignes. C'est ce qu'a fait Luc Broussy très récemment en publiant 2 rapports. Le premier sur l'adaptation de l'habitat, la mobilité et les territoires. Le second sur la question de l'EHPAD du futur, pour justement en permanence essayer de faire bouger les lignes. Et enfin, c'est de mettre tout ce beau monde-là en réseau pour essayer de créer des dynamiques. Enfin, la question d'international, parce qu'on pourrait dire, mais tout cela est très franco-français, ça n'a pas d'intérêt à l'extérieur. Eh bien non, parce qu'aujourd'hui, on a en France véritablement la possibilité de porter un modèle à l'international qui peut être intéressant. On a énormément appris, y compris de nos erreurs passées, et aujourd'hui, on est en train de construire un modèle qui, effectivement, à l'international, soit en s'appuyant sur ce qu'on appelle les porte-avions, soit d'autres manières, on peut véritablement aller à l'international. Et du coup, la filière Silver Economy s'intéresse de plus en plus à cette question-là, et d'ailleurs, un collègue d'Alain Simaz, M. Collineau, interviendra en septembre sur cette question de la filière à l'international et de comment structurer la filière pour qu'elle puisse justement se renforcer. Et ce qui me permet du coup à la fois de conclure mon intervention et de passer la parole à Alain Simaz qui, pour Business France, est en capacité effectivement de mettre en musique et de nous expliquer exactement comment tout cela fonctionne. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette brillante introduction. Catel, le slide. Je passe le slide. Voilà. Excusez-nous. Est-ce que tu le vois? Décidément, la technique nous joue des tours aujourd'hui. Voilà. Oh, pardon. Voilà. Donc, bon, vous le voyez. Tu le vois? C'est bien. Oui, très bien. Donc, en fait, là, bon, comme souligne Sébastien, on est sur un enjeu qui n'est pas seulement national, mais international, puisque selon donc, les statistiques qui ont été publiées par les Nations Unies l'année dernière, les plus de 65 ans vont croître de façon tout à fait significative, puisque bon, c'était 702,9 millions en 2019 et devrait être 1,54 milliard d'ici 30 ans. Donc un doublement du nombre de 65 ans, notamment effectivement avec la génération des baby boomers. On assiste à la même progression aussi pour les gens pratiquement du 4e âge, puisque les plus de 80 ans passeraient de 143 millions à 426 millions sur la même période au niveau mondial. Donc en fait un véritable enjeu mondial de société avec des phénomènes similaires qui génèrent pratiquement les mêmes besoins. En fait, cette population des seniors aspire à rester le plus longtemps chez elle, d'être dans des conditions de bien vieillir, et ce qui nécessite donc une demande des mêmes services, notamment solutions et technologies. Alors dans les solutions, on a effectivement tout ce qui tourne autour de ce qui est la prévention de la chute, la sécurité, la téléassistante, les détecteurs de chute, la vidéosurveillance. On est aussi sur tout ce qui est finalement l'aide à la personne âgée dans en tout cas sur le plan technologique, à travers le développement de la robotique, qui peut être aussi bien au domicile que dans des structures collectives. Domotique, avec toute la contribution de l'aménagement de l'intérieur de la personne, avec les objets de santé connectés aussi, et aussi une simplification des objets de communication, que ce soit les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, qui relient la personne à sa famille, à ses amis, à l'extérieur. Donc, bon, toute cette partie-là, mais on est aussi, là on évoque plus
des solutions par rapport à une réduction de l'autonomie, ou ce qui concerne finalement l'e-autonomie, mais également toute la partie des solutions services pour les seniors autonomes, puisque bon, il y a effectivement l'alimentation, la nutrition, la diététique pour les seniors qui contribuent aussi à leur bien vieillir. Toute la partie aussi bien-être, à travers des cosmétiques qui permettent à la personne de mieux vieillir, en tout cas dans son apparence. L'aménagement de l'habitat personnel collectif, ça on l'a évoqué, et aussi tout ce qui est service à la personne, avec bon, soit des aides à domicile pour toute une partie de ce qui est la vie quotidienne et le maintien de l'entretien du domicile du senior, qui peut être des tâches de bricolage, des tâches de jardinage, l'aider à faire ses courses aussi. Et puis aussi, toujours pour les seniors autonomes, se pose toute la partie divertissement, avec des solutions, des services de tourisme dédiés aux seniors, des jeux vidéo, toute une partie aussi d'applications éducatives qui contribuent aussi à les stimuler sur le plan personnel. Catel, la slide suivante. Pas du mal, excusez-moi. Pas du mal à passer. Voilà. Non, excusez-moi. Alors, par rapport à ça, quels sont finalement les marchés porteurs pour les entreprises françaises qui souhaitent se développer à l'international? Donc, on est pour le moment à l'échelle mondiale sur un revenu moyen annuel des seniors qui devrait augmenter fortement par rapport au niveau actuel, puisque bon, il est projeté à 21 811 dollars en 2040. Mais ensuite, dans cette moyenne, on trouve aussi une augmentation de ce pouvoir d'achat plus marquée dans certaines régions, notamment dans la région Asie-Pacifique. Donc, pour nous, là, par rapport à notre réseau de bureaux à l'étranger, Business France détecte pratiquement 2 régions prioritaires à prospecter par les entreprises françaises de la filière, donc l'Europe, puisque le marché des seniors y est estimé à plus de 1 000 milliards d'euros en 2019, et l'Asie. En 2050, donc dans ces régions, pour ces 2 régions, on estime que les plus de 60 ans représenteraient pratiquement 30% de la population totale. Il y a aussi il y a également, en dehors de ces 2 régions, les États-Unis, en Amérique du Nord, et on pense il est projeté que les plus de 65 ans, le nombre des plus de 65 ans devrait doubler au cours des 3 prochaines décennies, donc à l'horizon 2050. On est avec notamment des opportunités assez fortes dans les solutions B2B2C, c'est-à-dire notamment pour des résidents seniors. Pour nous, donc, on considère qu'il faut prioriser pour les entreprises françaises les marchés dans lesquels les seniors ont un pouvoir d'achat élevé et simplifier l'expérience client pour ces populations dans l'offre de biens et services, notamment en ligne. Il a été remarqué relevé dans l'année inédite que nous avons vécue l'année dernière que notamment la population des seniors connectés a fortement augmenté. Beaucoup de seniors se sont mis en ligne pour pouvoir commander et se faire livrer à domicile des biens ou des services. Donc, vraiment aussi, il y a un important enjeu de penser, notamment pour les marques ou les enseignes, de penser à ces populations
vieillissante et d'orienter toute une partie de l'expérience d'achat, notamment en ligne, vis-à-vis de cette population qui a un fort pouvoir d'achat, aussi bien pour les biens que pour les services, notamment le tourisme. Ça va être sûr. Voilà. Alors, dans les marchés, plus précisément, par rapport aux deux zones qui ont été créées, on a en Asie la Chine. Alors, la Chine, notamment le mois dernier, Business France a organisé tout un pavillon français et une conférence sur le salon des seniors China Head. Orpea est présent en Chine, ce qui peut aussi présenter une opportunité pour un certain nombre de PME, startups proposant des solutions innovantes. On a le Japon, évidemment, avec une population extrêmement vieillissante, notamment là sur le plan technique, avec la robotique, des solutions pour l'AI autonomie. On y pense moins, mais également Taïwan, avec une population là aussi très vieillissante, avec beaucoup de besoins techniques, notamment en équipement pour les seniors et les maisons de retraite. Singapour et la Thaïlande. Là, notamment pour ces deux derniers marchés, ils n'ont pas seulement uniquement sur l'aspect technologique, mais il y a également des opportunités en termes de nutrition et de cosmétique. Amazon. On entend quelques micros, on entend quelques voix. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper vos micros? Merci. Nous avons, alors, en Europe, plus proche, en Europe, nous avons l'Europe du Sud, notamment avec l'Italie et l'Espagne. Alors, notamment là pour tout ce qui est résidence pour seniors et dépendants. Nous avons plusieurs acteurs importants comme Orpea, Corian, Domitis, qui ont... Amazon, tais-toi. Pardon? Je crois que tout le monde n'a pas coupé son micro. Il faudrait, s'il vous plaît, couper les micros. Qui ont se sont développés sur ces marchés, notamment par acquisition d'acteurs locaux. On est aussi sur tout ce qui est Espagne, services d'aide à domicile, services financiers. Vraiment, les services sont assez nombreux. On est toujours sur la péninsule ibérique avec le Portugal, notamment, qui a fait beaucoup d'offres pour attirer les seniors autonomes à venir les inciter à venir passer leur retraite au Portugal. L'Allemagne, évidemment. La Suisse. Alors, sur la Suisse, notamment, Business France organise depuis plusieurs années des rencontres avec des acteurs de l'écosystème suisse de la Silver Economy, à la fois des donneurs d'ordre, des acteurs des clusters locaux. Et la prochaine édition de cette Business Expedition est prévue pour les 11 et 12 octobre. Enfin, donc, comme je mentionnais dans la slide précédente, les États-Unis. Alors, comment Business France vous accompagne à l'international? Donc, on a développé toute une application Mes Infos Marché qui est consultable sur le site internet de la Team France Export via donc Mes Infos Marché, sur lesquels vous avez je vous incite vraiment à consulter parce que vous avez tout un tas de brèves sur les opportunités du secteur qui sont publiées par mes correspondants pour la filière Silver Eco dans nos bureaux à l'étranger. Nous avons fait aussi des études de marché sur mesure pour des acteurs de la Silver Economy. On a fait plusieurs pour le cluster Silver Valley. On en a fait sur le Benelux,
le Canada, l'Espagne, la Scandinavie, le Japon, Chine. Donc toujours cohérent pratiquement par rapport aux zones indiquées dans les slides précédents. Nous faisons aussi des ateliers d'information marché et des petits déjeuners que nous organisons notamment avec la Fédération du service aux particuliers, la FESP. Nous en avons fait récemment nous en avions fait sur l'Espagne, où Familéo avait témoigné de son expérience. Nous en avons fait cette année sur la Suisse, sur le Royaume-Uni et par exemple les conséquences du Brexit pour la filière Silver Economy. Nous avons un webinaire donc prévu la semaine prochaine, donc le 7 octobre, pas la semaine prochaine, cette semaine plutôt, le 7 octobre, sur les marchés de l'ASEAN, notamment avec des focus sur la Thaïlande et le Vietnam, qui sont deux marchés dans lesquels, en tout cas, à suivre pour le moyen long terme. Alors, en projection, donc par exemple, nous organisons des business expeditions comme mêlant donc, du networking, des rencontres d'affaires et des visites de sites. Donc, ça avait été fait notamment pour l'Allemagne et l'Espagne avec Silver Valley, pour l'Italie avec la FESP, et donc la prochaine prévue pour la Suisse. Cette formule est bien parce que elle permet d'aller en groupe, d'avoir à la fois un networking avec des acteurs la Silver Eco en France et à l'international. Nous avons eu donc des partenariats avec Silver Valley, avec France aussi avec France Silver Eco, avec silvereco.org, qui est un site pratiquement incontournable pour suivre toute l'actualité de la filière Silver Eco en France et à l'international, et comme je l'ai mentionné, avec la FESP. Voilà pour ma présentation. Je laisse donc la parole à Armel Dalescan de Familéo, qui va apporter son retour d'expérience sur l'internationalisation de son service. Parfait, nous sommes dans le timing, on va dire ça comme ça. Donc Armel, écoute, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci beaucoup écoutez, pour cette mise en lumière effectivement de ce que BCI notamment ou autre peut apporter pour l'international. Et effectivement, l'international pour Familéo, c'est une sacrée aventure. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Familéo, en 2 secondes, on est un réseau social, une sorte d'application mobile qui transforme les messages de tous les membres d'une même famille en une gazette papier personnalisée, imprimée. C'est un peu comme un réseau WhatsApp qui transforme du digital en un support papier envoyé par la poste pour recréer du lien entre les générations. Donc notre raison d'être, c'est vraiment le lien social. On est acteur de la Silver Economy pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on travaille avec les maisons de retraite, avec des EHPAD, des résidences seniors ou autres. Et puis, évidemment, notre produit final, il est directement utilisé, il est au bénéfice des personnes âgées. Mais on est aussi, je dirais, d'une autre économie qui est l'économie des jeunes générations, puisque les personnes qui vont utiliser Familéo, qui vont s'abonner à Familéo, sont des jeunes, des personnes entre 25 et 45 ans. Donc, on est un peu en bivalent. Et ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre, parce que c'est ce qui guide aussi un petit peu notre déploiement à l'international. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est donc B2B et très B2C. Et alors, sur l'international, Familéo, on a une filiale à Barcelone, on vient de monter une filiale aux États-Unis, à Washington. Et l'objectif, c'est vraiment de faire exactement ce qu'on a fait en France, c'est-à-dire de commencer à déployer Familéo au sein des maisons de retraite, au sein des structures qui hébergent les personnes âgées, pour nous permettre de bien comprendre quelles sont les attentes.
les attentes des directeurs d'établissement, des infirmières, des psychologues, les attentes évidemment des personnes âgées en elles-mêmes et des familles. Et c'est quelque chose qui est notre stratégie depuis le début et qui permet d'asseoir, je dirais, Familéo dans un pays, plutôt que d'attaquer tout de suite le B2C qui est assez dangereux, je dirais, parce que il faut connaître le pays, il faut connaître les modes de communication, tout ce qui a trait à la communication marketing, digitale ou autre. L'acquisition coûte très cher. Et donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. Alors, en Espagne, on a une équipe de 3 personnes à Barcelone. On est présent au sein de grands groupes, voilà, que ce sont Sanitas ou autres, Mutuam. Enfin, je ne sais pas si voilà, vous connaissez, mais on a plusieurs milliers de familles qui aujourd'hui utilisent Familéo. Et le constat, c'est que le besoin est à peu près équivalent à celui du besoin français, c'est-à-dire que les petits-enfants espagnols n'écrivent pas plus de lettres ou de cartes postales à leurs grands-parents. Ça, c'est quelque chose qui véritablement valide, je dirais, voilà, notre raison d'être en Espagne. On est aussi au Royaume-Uni, en Irlande. Alors là, c'est un petit peu la même chose. Les familles sont, pour le coup, comparées aux familles espagnoles, sont un petit peu différentes puisque les familles espagnoles sont très présentes auprès des résidents. C'est-à-dire que Familéo ne sert pas tellement en Espagne à combler un manque, il sert à enrichir les discussions. Alors qu'au Royaume-Uni et en France, les familles sont moins présentes. Et donc, on a une utilisation de Familéo qui est beaucoup plus pour garder le lien, prouver, entre guillemets, à son proche, à son grand-père, à sa grand-mère, qu'on tient à elle, qu'on tient à lui et qu'on ne l'a pas oublié. Et en plus, ça permet évidemment aux médecins, aux accompagnants de faire travailler la mémoire un peu cognitive grâce aux gazettes. On s'est lancé aussi, comme je vous le disais, aux États-Unis. On a eu la chance d'être incubé par donc un incubateur qui a été constitué par des groupes de maisons de retraite américaines. C'est quelque chose qu'on a découvert et qui était très surprenant puisque en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez Orpea, Corian et Domusvie qui travaillaient ensemble et qui allaient créer un incubateur pour pousser de la techno liée à la silver economy pour le bénéfice, je dirais, de chaque établissement, de tous les résidents, quoi. Vous voyez ? Donc, les Américains sont capables de faire ça et on a été embarqué, ça s'appelle LHCC, c'est à Louisville dans le Kentucky, et on a été embarqué dans ce processus. C'est un concours, on a terminé premier, on est très heureux de ça. Et maintenant, en fait, on travaille avec des groupes, on est déployé dans plusieurs maisons de retraite et ces groupes qui sont normalement concurrents, eh bien, travaillent ensemble, étudient Familéo. On a l'université de Louisville qui est en train d'étudier un espèce de protocole pour pouvoir valider l'impact du lien social, enfin, en l'occurrence de la gazette Familéo sur leurs résidents, etc., etc. Et donc, leur objectif, c'est qu'on soit ensuite présent dans tous les établissements qui sont portés par ce groupe. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire. Alors, nos difficultés rencontrées, je ne vous cache pas qu'elles sont nombreuses. On a été soutenu notamment par BCI, évidemment, au démarrage, où on a eu des conseils qui ont été précieux. On a évidemment aussi eu des soutiens financiers pour tout ce qui était traduction ou autre, et puis nous permettre de travailler sur l'aspect juridique, parce que quand vous créez des structures légales dans des pays étrangers, c'est toujours un peu l'aventure. Tout est plus compliqué. Notamment en Espagne. Voilà, eux, pour le coup, ils sont allés jusqu'au bout du code napoléonien et c'est très long et chronophage. Les États-Unis, c'est plus facile. Mais voilà, ça fait partie des difficultés, c'est vraiment réussir à avoir quelque chose qui fonctionne, que ce soit voilà, de l'ouverture du compte à la gestion des premières fiches de paye. Voilà, mais sinon, globalement, nous, notre approche, elle a toujours été très de terrain. Et donc, on a vraiment cette volonté d'embaucher des équipes qui vont aller voir des groupes de maisons de retraite, qui vont aller voir des professionnels, des gens qui sont légitimes et compétents, qui peuvent décider de mettre ou pas Familéo en place. Et une fois que la décision a été prise et qu'ils comprennent que ça a un intérêt, eh bien, on les accompagne. Donc, je dirais, on n'a pas eu tellement de problèmes voilà, de compréhension de marché, puisque on est tout de suite allé voir des gens qui nous ont
répondu si ça les intéressait ou pas. Ce qui serait très différent, par exemple, avec le B2C. C'est pour ça que je vous disais qu'on a d'abord fait du B2B et que le B2C, on le fera dans un second temps. Parce que là, pour le coup, le B2C, il est très compliqué d'avoir un retour direct de la part de vos utilisateurs. Et donc, on est souvent très, très chronophage et on dépense souvent beaucoup d'argent pour comprendre un marché. Voilà en quelques mots ce que j'avais à dire sur Famileo à l'international. Est-ce que c'était clair, Catel? Parfaitement clair. On suit Famileo depuis quelques temps déjà. Donc, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est effectivement dans vos prochains marchés, en fait, quels vont être vos critères pour décider de s'intéresser à Pays-Bas, enfin d'autres pays, etc. Est-ce que vous privilégiez d'ailleurs plutôt la proximité par rapport aux équipes, puis aussi la logistique, la structure? Est-ce que pour autant vous excluez pas justement le grand export? Enfin voilà, comment vous positionnez par rapport au marché et le ciblage des marchés que vous faites aujourd'hui? Ouais. Alors c'est une très bonne question qu'on se pose d'ailleurs nous-mêmes encore régulièrement. Donc c'est pas une vérité établie chez Famileo. En fait, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a des marchés qui sont des marchés assez de proximité, je dirais, que sont le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Alors, on a embauché une néerlandaise qui travaille beaucoup avec les Pays-Bas et avec la Flandre. On travaille beaucoup avec la Suisse. Ça, c'est des marchés qu'on va faire probablement de Saint-Malo, parce qu'on est basé à Saint-Malo, pour info. Et donc, on se dit qu'on est capable de pouvoir adresser ces clients-là en se déplaçant, en allant faire des salons, en étant dans une logique un peu de voyage, surtout que de Saint-Malo, aller en Royaume-Uni, ce n'est pas très compliqué avec des ferries, hors période de Covid, évidemment. Par contre, pour les États-Unis, là, en l'occurrence, c'est moi-même qui, je vais y aller avec ma famille courant novembre. D'ici là, j'espère que les frontières seront réouvertes pour pouvoir mettre en place la structure, embaucher les premières équipes et créer une structure qui aura l'ADN de Famileo. Sur les autres marchés, on se pose pas mal de questions. Évidemment, il y a l'Allemagne. Après, ce qu'on se dit, c'est qu'on ne peut pas mener tous les lièvres de front. Il faut faire très attention à ne pas se disperser trop. C'est long, l'international. Comme je vous le disais, c'est hasardeux. Et il faut savoir faire des choix. Et le meilleur moyen de planter sa boîte, c'est souvent de partir tous azimuts, de dépenser énormément d'argent sur 15 lièvres à la fois. Donc, c'est un peu frustrant de ne pas attaquer, par exemple, tout de suite l'Allemagne. On ne dit pas qu'on ne va pas le faire dans un second temps, mais pour l'instant, on se focalise vraiment de manière précise sur des marchés qui nous semblent assez évidents et dans lesquels on a, je dirais, aussi des compétences, notamment sur l'anglais et l'espagnol et le néerlandais. Voilà. D'accord, très bien. Alors écoutez, je regarde, je consulte à nouveau voir si on a quelques questions. Non, pas de questions. Voilà. Il nous reste éventuellement 2 minutes pour peut-être une dernière petite question. Sur du coup une question comme c'est l'open et c'est l'international. Alain, ton conseil pour donc les entreprises qui sont aujourd'hui implantées en Bretagne, qui souhaitent se développer à l'international, quel schéma de développement sur les marchés étrangers que tu recommandes ou que vos équipes recommandent via des partenaires, via le circuit classique des distributeurs? Quel conseil tu donnerais à des entreprises qui se posent la question de comment se développer et quel schéma adopter? Moi, je pense que déjà, là, je suis à 100% d'accord avec Armand Delesken sur le fait de savoir bien prioriser ces marchés, d'éviter à tout prix la dispersion. Commencer par des marchés de proximité, puisque bon, on a un vieillissement effectivement marqué dans plusieurs pays européens. Donc il y a des choses à faire sur des marchés de proximité. Je dirais éventuellement aller chasser en groupe, soit en se rapprochant de clusters. Il y en a beaucoup de clusters et d'associations professionnelles en région. Et
et sinon aussi de profiter du développement de très grands ambassadeurs comme Corian ou Orpea, si on a déjà déployé des solutions innovantes dans leur établissement en France, peuvent constituer une bonne référence et un bon porte-avions pour l'international. D'accord, donc se rapprocher, voilà, réseauter, se créer un réseau pour effectivement comprendre l'expérience des uns et des autres et pouvoir aller aussi ensemble sur des marchés pour pouvoir attaquer ensemble sur des marchés. Oui, parce que finalement, structurellement, en dehors de quelques très grands groupes et quelques PME du secteur, on a beaucoup de petites sociétés dans le domaine de la filière de la silver economy et qui, je pense, ne peuvent pas forcément réussir toutes seules si elles ne sont pas aidées, accompagnées par de plus grands acteurs. D'accord. Donc, il y a éventuellement arriver avec une offre complémentaire de celle de plus grands acteurs pour aborder des marchés à l'international, que ce soit sur des pays de proximité ou des pays de plus grand export. Très bien. Bah, écoutez, merci en tout cas à tous les quatre pour votre intervention. Là, il est donc 15h47. C'était un challenge. Nous avons respecté le timing, je vous avoue, et nous y tenons à l'Open. Donc, nous n'avons pas eu de questions durant ce webinaire, mais si donc nous avons des questions qui nous parviennent, nous les transmettrons, nous partagerons ces questions avec nos intervenants sans problème. Juste donc pour clôturer donc, ce webinaire, donc je souhaitais déjà vous remercier tous les quatre bien chaleureusement et bien sincèrement pour votre disponibilité et pour le temps de votre intervention. Vraiment toujours un grand plaisir, Armelle, Alain, et merci pour aussi cette nouvelle prise de connaissance, Pierre et Monsieur Potvin. Voilà, merci à tous les quatre. Merci à vous aussi qui nous avez regardés. J'espère qu'en tout cas, vous avez appris des choses intéressantes, que vous aurez envie d'en savoir plus. Voilà. Nous restons à votre disposition, bien évidemment, pour répondre à vos questions. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que donc, vous aurez la possibilité d'en savoir plus lors des prochains webinaires dès la rentrée qu'on organise. On appelle ça les mercredis de la santé. Donc, ce sont des webinaires consacrés à la santé, des focus marché. Et évidemment, la Silver Economy donc, occupera une grande part de ces webinaires. Donc, ce sont des webinaires qu'on organise avec nos collègues donc, de Business France qui font partie du réseau donc, de BCI, mais on a également d'autres intervenants qui viendront parler de leur marché, voilà, qui connaissent bien. Juste vous rappeler que BCI, effectivement, est le partenaire exclusif de Team France Export en Bretagne. Donc, voilà, donc nous essayons effectivement de donner la parole à tout notre réseau à l'international. Vous pouvez également retrouver dès à présent des informations sur BCI Info, l'outil de veille donc, disponible sur le site de BCI. Voilà, on a un nouveau site tout beau, tout neuf, avec plein d'informations donc, concrètes à vous apporter. Voilà, je pense avoir tout dit. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, un bel été et de bonnes vacances. Voilà, Merci. à bientôt et prenez soin de vous en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.